Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la tuberculose bovine. Et cela rentre dans le cadre du cours de pathologie infectieuse qui est destiné aux étudiants des écoles vétérinaires, mais aussi un rappel pour les praticiens. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à ou à nos chers maîtres, à savoir le professeur Ayayi Akatpo et le professeur Rihanna Alambici. Ceci étant, je vais tout naturellement vous proposer un plan qui est celui d'une pathologie infectieuse qui consistera à faire une définition, l'étiologie, la pathogénie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Et là, nous avons le vaccin BCG, le vaccin Calmette et Guérin, qui est utilisé pour protéger les hommes contre la tuberculose humaine, sachant que c'est un bacille tuberculeux d'origine bovine qui est utilisé après atténuation. Donc, il faut dire que la tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, à évolution chronique caractérisée par la formation de granulomes appelés tubercules et due à une bactérie, plus précisément un bacille du nom de Mycobacterium bovis. Les espèces qui peuvent être affectées sont les bovins, les buffles, les bisons, les petits ruminants, les carnivores, les oiseaux et l'homme. Autrement dit, la tuberculose est une zoonose. D'ailleurs, elle fait partie de ce qu'on appelle les zoonoses majeures, tout comme la rage. Il faut dire que la tuberculose est cosmopolite, avec des prévalences très variables. C'est ainsi que l'Europe fut un grand foyer de la tuberculose à cause de l'élevage en bâtiment. Avant la mise au point de la vaccination, 10 à 20% du cheptel était infecté, car il fait froid en Europe, si bien qu'on construit des bâtiments où on met les sujets. Et là, lorsqu'il y a un seul sujet, dès qu'il tousse, eh bien, il va partager ces bacilles avec les autres. Il faut aussi dire que les mycobactéries forment un complexe comprenant Mycobacterium tuberculosis ou le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose humaine, Mycobacterium bovis ou le bacille Calmette-Guérin responsable de la tuberculose bovine. Donc cette souche peut être atténuée et on aura une souche hypovirulente qui est immunogène et qui est utilisée dans le cadre de la vaccination humaine. Mycobacterium caprei, responsable de la tuberculose chez les petits ruminants. Mycobacterium avium, responsable de la tuberculose chez les oiseaux. Mycobacterium africanum, responsable de la tuberculose en Afrique. Il y a d'autres espèces et je ne vais pas m'attarder. Il faut dire que la tuberculose est une zoonose. Donc c'est une maladie qui est transmissible de l'homme à l'animal et vice-versa. Elle a une importance économique car elle constitue une entrave au commerce international et elle est responsable des pertes à l'abattage. C'est aussi une maladie légalement contagieuse à déclaration obligatoire. La tuberculose est le plus souvent asymptomatique. Et toutefois, si elle se manifeste cliniquement, on observera de l'amaigrissement, des troubles respiratoires sous forme de toux et surtout des lésions sous forme de cavernes contenant du caséum. Et cela est observé à l'abattoir, particulièrement au niveau des poumons. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une vache atteinte de tuberculose. Là, des troubles respiratoires. Nous voyons bien que l'animal a de la dyspnée respiratoire. Il dilate les narines pour respirer. Et là, nous avons un granulome tuberculeux avec du caséum. Là, nous avons une tuberculose généralisée. On parle de tuberculose miliaire, car nous voyons bien toute la cage thoracique. Les poumons sont complètement détruits et nous constatons des granulomes en nombre très très important.
Revenons maintenant à l'étiologie. Il faut dire que la tuberculose bovine est due à une bactérie appelée Mycobacterium bovis qui forme un complexe avec Mycobacterium tuberculosis responsable de la tuberculose humaine. Le complexe Mycobacterium tuberculosis est un groupe qui est génétiquement apparenté d'espèces de Mycobacterium et qui peuvent provoquer la tuberculose chez l'homme et chez d'autres espèces. Il faut dire que les mycobactéries forment un complexe et il y a essentiellement trois complexes. Un, il y a le complexe Mycobacterium tuberculosis. Deux, il y a le complexe Mycobacterium avium et il y a le troisième complexe qui est constitué par d'autres espèces de mycobactéries. Qu'en est-il du complexe Mycobacterium tuberculosis? Il comprend les espèces Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis. Il est responsable de la tuberculose affectant principalement les poumons, mais aussi d'autres organes. La transmission est se fait le plus souvent par voie aérienne via des toux, des inhalations de gouttelettes et c'est une maladie qui est très contagieuse. Le deuxième complexe, c'est le complexe avium. Lui, il est composé des espèces suivantes qui sont Mycobacterium avium et Mycobacterium intracellulaire. Il est responsable de mycobactériose à Mycobacterium avium fréquente chez des personnes surtout immunodéprimées, en particulier les personnes vivant avec le virus VIH avec un taux de CD4 inférieur à 50. Les symptômes sont surtout la fièvre, la sueur nocturne, des pertes de poids, de la diarrhée et des fatigues. La localisation est le plus souvent pulmonaire, mais aussi ganglionnaire et cutanée. La contamination se fait par inhalation, mais aussi par ingestion d'eau, de poussière ou de sol contaminé. Et enfin, il y a d'autres espèces qui constituent le troisième complexe, qui comprend surtout Mycobacterium abscessus, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium ulcerans, qui est responsable de l'ulcère du Burili, et enfin Mycobacterium fortuitum. Ces mycobactéries peuvent provoquer des infections cutanées, des plaies et des infections liées à des dispositifs médicaux. Pour ce qui est des caractéristiques communes à ces mycobactéries, il faut dire, ce sont des bacilles acido-alcoolo-résistants, non sporuliers et non ciliés. Et puisque ce sont des bacilles acido-alcoolo-résistants, donc il faut faire une utilisation de la coloration des îles pour le diagnostic et non le gramme. Pour ce qui est de la croissance, ce sont des bactéries ayant une croissance très lente. Cela exige 20 à 30 jours de l'utilisation des milieux sélectifs, en particulier le milieu de Lawenstein. Le traitement de la plutôt de la tuberculose est réservé essentiellement chez l'homme. Nous verrons cela dans le cadre de la prise en charge et de la prévention. Cela exige des antibiotiques, en particulier des combinaisons d'antibiotiques telles que la clarithromycine, l'azithromycine, la rifampicine et l'éthambutol qui sont associés pour faire de la voire de la tétrathérapie. Le traitement est aussi long et peut durer 12 à 18 mois. Pour ce qui est du diagnostic, les échantillons qui sont prélevés sont surtout les produits de l'expectoration, le sang, les tissus, mais aussi on peut faire une radiographie où on peut observer des cavernes ou des granulomes pulmonaires. Il faut dire aussi que les mycobactéries ont développé une résistance aux antimicrobiens, si bien que de nos jours, on rencontre un grand problème dans le cadre de la prise en charge de la tuberculose humaine, ce qui nécessite des thérapies qui sont adaptées. Comme on dit, mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. Là, nous avons un bacille de couleur rouge sur un fond bleu, ce qui est caractéristique du Mycobacterium bovis. Parlons à présent de l'épidémiologie. Il faut dire que les sources des germes sont surtout les animaux qui sont infectés, qui vont excréter la mycobactérie lors de la toux, mais aussi à travers les sécrétions comme le lait, comme les matières fécales et comme les urines.
Le mode de transmission le plus fréquemment rencontré, c'est la voie respiratoire. Elle est responsable de 90% de la transmission. Les sujets sains vont inhaler sous forme d'aérosols qui sont évacués lors du tour des sujets atteints. Il y a aussi la transmission par voie digestive qui se fait par ingestion du lait provenant d'animaux contaminés ou bien d'herbes souillées. D'où la nécessité de pasteuriser le lait avant de le consommer. Il faut parler aussi qu'il y a des réservoirs sauvages, ce qui permettent d'entretenir la contamination. Il y a beaucoup d'espèces locales ou sauvages qui peuvent faire la tuberculose, telles que les blaireaux, les sangliers, les antilopes. Cela varie selon l'espace géographique. La tuberculose bovine, elle est généralement une infection chronique. Les signes cliniques mettent beaucoup de temps à apparaître. Toutefois, les bovins infectés peuvent être déjà contagieux avant même l'apparition des signes cliniques ou des lésions qui seront observées à l'abattoir. Parlons à présent de la pathogénie. On observe d'abord, dans un premier instant, l'intérieur du bacille, puis on va assister à une phagocytose par des macrophages et ensuite une multiplication intracellulaire. Plus tard, il y aura la formation d'un granulome tuberculeux qui est une réaction immunitaire de l'hôte afin d'isoler, afin de cantonner la bactérie. Plus tard, il y aura une diffusion lymphatique, puis généralisation par la voie sanguine. On parle dans ce cas de tuberculose miliaire pour dire que c'est une tuberculose qui est généralisée au niveau de tous les organes. Il existe plus d'infections que la maladie. Autrement dit, dans le cas de la tuberculose, l'infection est la règle et la maladie est exceptionnelle. Donc, trouver des sujets avec des signes cliniques est plutôt exceptionnel. Mais par contre, il y a beaucoup de sujets qui sont infectés sans exprimer cliniquement la maladie. Donc là, nous avons un granulome. Au milieu, il y a le casium. Tout autour, il y a une réaction fibreuse avec des lymphocytes afin de cantonner les mycobactéries. Parlons à présent de la clinique. Il faut dire que l'incubation, elle est très longue. Elle peut durer des mois, voire des années. La tuberculose bovine est généralement une infection chronique et les signes cliniques mettent souvent beaucoup de temps à apparaître. On parle de tuberculose occulte ou de tuberculose inapparente. Les bovins infectés peuvent devenir contagieux avant même de présenter les signes cliniques de la maladie. Autrement dit, dès que le sujet est infecté, il peut excréter le virus. Les signes cliniques observés sont le plus souvent frustres. C'est ainsi qu'on va observer une dégradation de l'état général de l'animal, un amaigrissement progressif malgré un bon appétit. Dans le cas de la forme pulmonaire, on observera de la toux sèche, courte, qui devient quinteuse. Dans la forme ganglionnaire, on aura une hypertrophie des ganglions superficiels, en particulier le ganglion préscapulaire et le ganglion mammaire. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une vache qui est cachectique, là, des signes de dyspnée, là, des atteintes pulmonaires, là, une tuberculose miliaire, autrement dit généralisée. Parlons à présent du diagnostic. Le diagnostic, il faudrait dire d'abord qu'on a un diagnostic de suspicion, et cela est basé surtout sur la clinique, mais aussi sur l'épidémiologie, si nous sommes dans une zone où la maladie existe. Le premier élément ou la première méthode utilisée, c'est la bactérioscopie. C'est le premier moyen de diagnostic. Donc pour cela, les prélèvements sont les tissus ou des lésions tuberculeuses. Ça peut être aussi du jetage, du lait ou du pus. On va faire une coloration des îles et on va observer des bacilles acido-alcoolo-résistants. Toutefois, ce test ne permet pas de tirer une conclusion. On peut faire la culture, mais la culture exige un milieu de sélection, en particulier le milieu de Lausten. Notons aussi que la culture, elle est longue, elle peut aller jusqu'à 2 mois. On peut faire de l'inoculation à des rongeurs et l'inoculation va
va être accompagné par une réaction d'intradermotuberculisation après 3 semaines. On peut faire la sérologie, toutefois les anticorps antituberculeux apparaissent tardivement. Ils sont aussi de faible qualité, ce qui ne permet pas le diagnostic différentiel avec d'autres mycobactéries. Le diagnostic allergique, autrement dit, c'est l'utilisation de la tuberculine, ce qui va faire apparaître l'infection et probablement d'autres signes qui nous permettront de reconnaître si le sujet est infecté ou pas. C'est le diagnostic de terrain. Donc là, nous avons un milieu de culture et sur le milieu de culture, nous voyons des mycobactéries. Le diagnostic du terrain. Parlons de l'intradermotuberculisation. Il faut dire dans un premier instant qu'il existe deux types d'intradermotuberculisation. Il y a l'intradermotuberculisation simple et l'intradermotuberculisation comparative. L'intradermotuberculisation simple fait appel à la tuberculine bovine exclusivement, alors que l'intradermotuberculisation comparative, on utilise dans ce cas de la tuberculine bovine et de la tuberculine aviaire. Pour ce qui est de la tuberculine, il faut dire que la tuberculine, c'est un mélange complexe de protéines. Et ces protéines sont extraites de cultures de Mycobacterium bovis qui sont, ces protéines sont inactivées par la chaleur. Il faut aussi dire que la maîtrise du geste technique de la tuberculisation est capitale pour le vétérinaire. C'est cet acte qui permet de déterminer, le statut sanitaire du troupeau, mais aussi et surtout la valeur marchande d'un sujet lorsqu'on veut le vendre. Parlons maintenant du matériel nécessaire pour faire une intradermotuberculisation. Dans un premier instant, il nous faut la tuberculine. 2, il nous faut une seringue de précision de type MC Lintoc ou une seringue automatique qui permet d'administrer ou de délivrer exactement 0,1 ml. Il faut des aiguilles qui sont à biseau très court pour garantir l'injection intradermique de la tuberculine. Je précise bien que la tuberculine doit être injectée dans le derme et non en sous-cutané. Il faut aussi un cutanéomètre, autrement dit un pied à coulisse spécifique qui permet de mesurer l'épaisseur du pli de peau avant l'administration de la tuberculine et après l'administration de la tuberculine pour voir s'il y a une variation de l'épaisseur. Là, nous avons la tuberculine. Et nous avons 2 flacons, ici la tuberculine aviaire et là la tuberculine bovine. Là, nous avons un équipement. Il y a une peuple ciseau qui permet de raser. Il y a un cutanéomètre qui permet de mesurer l'épaisseur de la peau. Et ici, nous avons une seringue automatique qui permet d'administrer 0,1 ml en injection intradermique. Donc, pour ce qui est de la technique de la tuberculisation, il faut dire que c'est une réaction d'hypersensibilité de type 4, autrement dit une réaction d'hypersensibilité retardée. Pour réussir ce test, la précision de l'injection est beaucoup plus importante que la quantité ou la dose de tuberculine administrée. Donc pour cela, on va choisir une zone où on va faire la réaction. Le plus souvent, c'est le tiers moyen de l'encolure qui est choisi. Il faut préparer la zone. Pour cela, il faut que nous ayons une peau qui est propre. Si elle est souillée, il faut la nettoyer avec de l'eau. Mais il ne faut surtout pas utiliser un désinfectant qui peut irriter et fausser la réaction. On va tondre cette zone pour obtenir des carrés de 5 cm sur 5 cm. Et enfin, on va mesurer l'épaisseur initiale de la peau. C'est l'épaisseur de référence ou le baseline, si je peux m'exprimer en ce sens. Donc là, nous avons chez un buffle, donc on vient de raser 5 mm sur 5 mm. Là, il y a la seringue de précision. Là, il y a un cutanomètre qui va être utilisé pour mesurer l'épaisseur initiale de la peau avant l'administration de la tuberculine.
Donc, pour ce qui est du geste de l'IDR, un, on mesure le pli de peau qui est tendu avec le cutanéomètre et on va le noter. 2, on va faire l'injection, autrement dit, on va introduire l'aiguille parallèlement à la surface de la peau afin de faire une injection intradermique. On va vérifier après si l'injection est bien faite et que le nodule est exactement dans la peau. Si on ne sent pas le nodule, dans ce cas, il est probablement fait en sous-cutané. Dans ce cas, il faut refaire à un autre endroit la réaction. Et la lecture se fera après 3 jours, autrement dit après 72 heures. Donc là, nous avons un exemple d'injection intradermique. Maintenant, comment interpréter les résultats de l'intradermotuberculisation? Selon les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, lorsque nous avons, après 3 jours, une épaisseur qui est inférieure à 2 mm, donc on dit que nous avons une réaction négative. Ce d'autant plus que s'il n'y a pas de signes en particulier des œdèmes ou des réactions au niveau des ganglions. Si nous avons une épaisseur comprise entre 2 et 4 mm, la réaction est douteuse. Par contre, lorsque nous avons une épaisseur qui est supérieure à 4 mm, 3 jours après l'administration, auquel s'ajoutent des signes inflammatoires des ganglions tels que la tumeur, la douleur et la rougeur, là, nous dirons que nous avons une réaction positive. Donc là, nous avons la lecture au cutanéomètre. T0, l'épaisseur 0. Là, 3 jours, nous voyons bien. Il y a un nodule qui est même visible à l'œil. On va mesurer, très certainement, il est supérieur à 4 mm. Lorsqu'on fait une intradermotuberculisation comparative, dans ce cas, on va choisir 2 points pour la tuberculine aviaire et 2 autres points pour la tuberculine bovine. Donc là, nous avons en 1 la tuberculine aviaire en haut. En 2, nous avons la tuberculine bovine en bas. En 3, nous avons la tuberculine aviaire en haut. Et en 4, nous avons la tuberculine bovine en bas. Et nous constatons que les réactions au niveau des points d'injection de la tuberculine bovine sont beaucoup plus réactionnelles que ceux de la tuberculine aviaire. Donc au moins on sait que ici c'est la tuberculine bovine qui est responsable de la réaction. Le résultat de laboratoire peut être confirmé par la PCR, par le séquençage et par le génome. Autrement dit la génomique. Il faut faire un diagnostic différentiel. Et pour ce qui est du diagnostic lésionnel, c'est surtout de l'anatomopathologie et ça c'est surtout les aspects qu'on va observer au niveau de l'abattoir. De fois sur les carcasses, on va obtenir des nodules de taille variable. Quand on coupe, il y a du caséum et exceptionnellement même c'est calcifié. La localisation le plus souvent elle est au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau des ganglions médiastinaux, au rétropharyngien, au niveau du foie, de la rate et même au niveau des mamelles. Là, nous avons un granulome avec du caséum. Là, nous avons la copie histologique d'un granulome et là, nous avons une calcification. Pour ce qui est du traitement, on ne traite pas les animaux atteints de tuberculose, bien au contraire, on va faire un stamping out. Mais pourquoi? En effet, bien qu'il y ait plusieurs antituberculeux qu'il y a sur le marché, il faut dire que le traitement n'est pas économique. C'est un traitement qui est long, c'est un traitement qui n'est pas stérilisant le plus souvent, car il entraîne la formation de séquestres pulmonaires. Ce traitement, si on l'établit chez les bovins, peut entraîner le développement de la résistance aux antibiotiques et il serait important de réserver ces antibiotiques à la prise en charge de l'homme. Ou même chez l'homme, on observe beaucoup de résistance, on observe de la tuberculose multirésistante, si bien qu'on est obligé de faire une polychimiothérapie
qui peut être une bithérapie ou une trithérapie dans le cas de la prise en charge des personnes souffrant de tuberculose. Pour ce qui est de la prévention, il faut dire que la prophylaxie médicale chez les animaux, elle est interdite pour la simple raison qu'elle qu'elle interfère plutôt avec le diagnostic. En effet, quand vous allez vacciner un animal, si vous allez faire une réaction intradermotuberculisation, elle sera positive. Et là, vous ne saurez pas si cette réaction d'intradermotuberculisation qui est positive, si elle est due à la vaccination ou si elle est due à une maladie. Donc, à cause de cette interférence entre la vaccination et le diagnostic, on ne fait pas de vaccination contre la tuberculose chez les animaux. D'autre part, il faut dire aussi que l'immunité n'est pas absolue. C'est l'occasion de remercier un autre pasteurien, à savoir Calmette et Guérin, qui ont pu mettre au point le vaccin BCG, autrement dit le bacille Calmette et Guérin, qui est un vaccin à partir de Mycobacterium bovis et qui est utilisé dans le cadre de la prévention de la tuberculose à Mycobacterium tuberculosis chez l'homme. Donc le bacille Calmette et Guérin, c'est, comme je le disais tantôt, c'est du Mycobacterium bovis utilisé comme vaccin vivant atténué, mis au point par Albert Calmette et Camille Guérin pour prévenir la tuberculose humaine due au bacille de Koch. C'est l'occasion de faire un coucou à tous nos collaborateurs de l'Institut Pasteur de Paris. Le bacille de Koch, il faut dire que c'est Mycobacterium tuberculosis et c'est lui qui est responsable de la tuberculose humaine, nommé d'après les travaux de l'allemand Robert Koch, qui est le scientifique ayant découvert Mycobacterium tuberculosis en 1882. Là, nous avons le BCG. Pour ce qui est la prophylaxie sanitaire, il faut faire un dépistage systématique des animaux. Il faut abattre les animaux ayant une réaction positive, autrement dit faire un stamping out. Contrôler le mouvement des animaux au niveau des frontières, au niveau des fermes. Et puis faire une saisie pour ce qui est des carcasses contaminées au niveau des abattoirs. En conclusion, je dirais que la tuberculose bovine est une maladie très contagieuse, très sévère. Elle est due à des bacilles appartenant au complexe Mycobacterium bovis. C'est une zoonose majeure due à un germe qui est résistant à plusieurs antibiotiques, d'où une polychimiothérapie. La vaccination n'est pas recommandée chez les animaux car elle interfère avec le diagnostic et la réaction d'intradermotuberculisation suivie du stamping out est la meilleure stratégie de lutte de la tuberculose bovine. Eh bien, chers collaborateurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module relatif à la pathologie infectieuse. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur la chaîne Université virtuelle africaine de développement et n'hésitez pas à partager, c'est le but de la chaîne, partager les connaissances, faire des rappels, faire en sorte que la connaissance soit numérisée et que nous puissions apprendre nos cours en audio dans nos véhicules sans pour autant que nous soyons obligés de bûcher des livres. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois sur la chaîne UVAT. Ciao, ciao.